Europe 8h14 sur Europe 1. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Vous publiez ces jours-ci et après pour un capitalisme citoyen préfacé par Emmanuel Macron. On parlera de votre livre dans un instant, mais l'actualité d'abord. Une indemnité inflation de 100 € pour toutes les personnes qui gagnent moins de 2000 €. Elle sera versée entre décembre et février à 38 millions de Français. Pas que les actifs d'ailleurs, les retraités, les indépendants, les demandeurs d'emploi aussi. C'est Noël, Olivia Grégoire ? Non, c'est pas Noël, c'est du pragmatisme. J'ai fait pas mal de médias ces jours-ci. Pas une seule fois, on ne m'a pas interrogé sur l'inflation, la hausse des prix, qui ne concerne d'ailleurs pas que l'essence, on le remarque. La hausse des prix plutôt que l'inflation quand même, Olivia Grégoire. L'inflation est mondiale, sur l'ensemble des marchés, notamment des matières premières. Et ça fait quand même 10 jours, 15 jours, que chaque membre du gouvernement, à chaque instant, et c'est bien normal, est questionné sur ce sujet. Nous apportons une réponse. C'est pas une réponse pour Noël. D'ailleurs, Noël n'est pas en octobre, ça n'a échappé à personne. C'est une réponse pragmatique, elle est simple, elle est juste, elle est efficace. Alors est-elle juste? C'est la bonne question, puisque elle est juste. Je vous donne un exemple. Couple A, monsieur gagne 1000 €, madame 6000, 7000 € de revenus donc pour le foyer. Monsieur touche les 100 €, puisqu'il est à 1000 €. Couple B, monsieur gagne 2002, madame 2002, 4004 de revenus futur revenu pour le ménage. Eux, ils n'y ont pas droit. C'est juste ça? Alors, vous pointez ici, cher Dimitri, ce qu'on appelle un effet de seuil en économie. Moi, je raconte pas des mensonges aux Français. Il y en a partout des effets de seuil. Vous avez le droit à telle aide, vous avez le droit à telle bourse. J'ai pu le vivre étudiante, jusqu'à un certain niveau plancher. Il faut bien être concret. Quand on choisit de distribuer très largement des aides aux Français, il faut bien mettre un niveau. Le Premier ministre l'a rappelé quand même de façon très pédagogique hier. Dans notre pays, et c'est comme ça que ça a été calculé, nous nous sommes fixés sur le salaire qu'on appelle médian. Donc, qui est vraiment le salaire de moyenne. Non, celui en dessous duquel il y a autant de gens au-dessus qu'en dessous. Oui, mais ça veut dire qu'il y a autant. La moyenne. Oui, mais enfin, le médian est en dessous du. Bon, oui, bref, d'ailleurs, je vous remercie. C'est assez rare que la précision soit faite. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a autant de gens. Je vais prendre 10 secondes de plus, qui gagnent au-dessus que en dessous. Aujourd'hui, le cap est celui des 2000 € net, il l'a répété. Donc, effectivement, vos exemples sont très concrets. Est-ce que c'est juste? Moi, je trouve que c'est juste de se fixer sur le salaire médian. Mais il y a des effets de seuil partout. Je l'ai entendu hier soir et ce matin sur quelques radios. Il y a des effets de seuil partout, pour une bourse aussi. Olivia Grégoire, dès lors qu'on vise 38 millions de Français, qu'on va en exclure certains avec ces effets de seuil, pourquoi pas avoir donné 100 € à tous les majeurs? Mais parce que c'est d'abord la question qui va suivre, c'est sûrement comment vous allez faire pour payer 3,8 milliards d'euros. Les mêmes, je pense aux Républicains, qui ne manqueront pas de lâcher leur coup ce matin, vont critiquer le prix de la mesure. Nous avons ciblé, comme l'a dit Jean Castex hier, sur les gens qui travaillent, sur les gens qui sont en recherche d'emploi. Nous avons voulu, et Jean Castex a voulu intégrer les retraités, les étudiants boursiers, les apprentis et ceux qui sont, comme ça a été dit à l'instant, fiscalement autonomes. Et on m'explique ce matin que ça n'est pas assez. C'est beaucoup plus que la moitié des Français. Ça me semble être équilibré, ça me semble correspondre aux besoins. Ce qui est important de rappeler aussi, sans donner trop de chiffres, c'est que c'est à peu près cette augmentation du prix de l'essence, 80 à 90 € par an par conducteur. Pourquoi vous me parlez de l'essence, Olivia Grégoire? C'est une indemnité inflation. Mais parce que... Non, mais parce que moi, je me demande s'il n'y a pas une petite ruse là-dedans. On parle d'indemnité inflation. Pourquoi pas indemnité carburant? Parce c'est une indemnité qui a vocation à accompagner la hausse du coût de la vie. Moi, je suis député de Paris à l'origine. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture à Paris. Pour autant, il y a beaucoup de choses qui augmentent dans la vie quotidienne, des biens de consommation du quotidien. Quoi, par exemple? Le pain, par exemple, le vin va augmenter. Ça ne nous a pas échappé que ça fait 45 ans que nous n'avons pas eu des récoltes. L'inflation n'est pas flagrante sur l'alimentation. On se revoit dans 3-4 mois, on verra. Mais aujourd'hui, le prix le blé augmente. Donc c'est 100 € qu'on stocke pendant 3-4 mois alors? Mais c'est 100 € que vous aurez à Noël, que vous aurez pour d'autres en janvier et pour les retraités en février. Donc on va pouvoir acheter des écrans plats avec ces 100 €. Écoutez, on va pas revenir. Je vous embête un petit peu. Non, mais vous m'embêtez pas, c'est un plaisir. Mais on va pas revenir sur la polémique qu'a subi Jean-Michel Blanquer. Moi, je suis une libérale, c'est écrit noir sur blanc dans mon bouquin. C'est 100 € pour que les Français, 38 millions d'entre eux, puissent les mettre là où ils le souhaitent. On va pas les traquer pour voir s'ils le mettent. Moi, j'aurais pas voulu que ce soit indexé sur la carte grise, voyez-vous, que ce soit indexé uniquement sur le coût du carburant. Non, mais il y a une question de philosophie. Il y a une question de philosophie. Bien sûr. Je vous embête sur ce point-là parce que. Mais vous m'embêtez pas, je vous le redis. Non, mais j'insiste un peu parce que vous étiez parti, par exemple, sur le chèque énergie, sur des notions d'argent fléché. Il faut que l'argent aille là 6 où millions de Français. Voilà. Exactement. Alors là, on est sur un chèque dont on dispose librement. C'est complémentaire, dont on dispose librement. Donc. C'est complémentaire en général. Vous avez à la fois possibilité, quand vous êtes un ménage très modeste,
d'avoir comme 6 millions de Français le chèque énergie. Vous avez d'autres types de primes aussi, si vous souhaitez, je ne vais pas toutes vous les faire, mais changer de voiture, améliorer la rénovation de votre maison avec ma prime rénov'. Il y a toute une palette de primes qui sont des dépenses dites affectées, pour être très précis, c'est-à-dire que le chèque est affecté effectivement à une dépense. Oui. Là, c'est complémentaire, ça va en plus. C'est 100 € pour accompagner à peu près de deux choses l'une, soit la hausse des prix à la pompe, parce que vous avez une voiture et que vous faites, comme la majeure partie des Français, 14-15 000 km par an, c'est 80 € d'augmentation à peu près par an, et ce chèque de 100 € a vocation à permettre de les absorber, soit c'est pour vous accompagner dans d'autres types de hausses de prix, mais je trouve ça bien et sain qu'on ait dépassé le seul sujet du carburant pour se concentrer sur la hausse du coût de la vie, comme on dit. Oui, il y a aussi peut-être aussi, mais enfin moi c'est l'interprétation que j'en fais, c'est que d'un côté on dit il faut taxer le carbone parce que c'est l'une des seules voies. Les économistes, c'est un des rares points sur lesquels ils sont unanimes. Pour décarboner, il faut taxer le carbone. Et là, on subventionne les énergies fossiles. On ne pouvait pas dire ça. Donc, on a dit indemnité inflation plutôt que carburant. En fait, la vraie subvention aux énergies fossiles que prône, par exemple, Madame Hidalgo, ça aurait été de baisser les taxes. Parce que baisser les taxes, c'est subventionner une énergie. Nous ne sommes pas tombés dans cet écueil. J'ajoute, en tant qu'ancienne vice-présidente de la Commission des Finances... Attendez, pourquoi dites-vous que c'est un écueil? Parce qu'il y a des pays qui l'ont fait. Je cite le Portugal. Les Allemands y songent, les Britanniques y songent. La Commission européenne encourage les États à baisser ponctuellement la taxation des carburants. Ça n'est pas ce que nous avons voulu. Il vous a pas échappé, on en parlera peut-être, que la COP26 arrive, que le Climate Finance Day est la semaine prochaine, que le président de la République et Bruno Le Maire y feront des annonces importantes au service de la finance et au service de la transition écologique, et que nous avons souhaité, en tant que Français, ne pas nous appuyer sur la baisse des taxes. Autre raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité faire ça fait beaucoup de chiffres, pardon, mais ça coûtait à peu près 500 millions d'euros, donc un peu plus d'un demi-milliard d'euros, pour parvenir à quelques centimes de baisse sur un plein. Le chiffre qu'a donné Bruno Le Maire. Oui, mais j'ai fait mes calculs dans la voiture ce 10 matin. centimes, c'était 5 milliards. Voilà. Donc, vous faites le calcul de ce que si on avait voulu arriver à une baisse signifiante qui n'est pas de 20, 30, 50, 60 centimes sur un plein, c'est assez indolore pour les Français, ça en réalité, ça nous aurait coûté extrêmement cher 10 centimes pour des litre, résultats, quand même. pour des résultats plus faibles. Moi, je préfère, encore une fois, que ça ne soit pas indexé que sur le carburant et que, en liberté, les Français puissent soit s'en servir pour compenser la hausse du prix à la pompe, soit s'en servir dans les mois qui viennent pour compenser d'autres types de hausses de prix. Bon, vous avez anticipé ma question suivante, effectivement, c'est-à-dire maintenant le coût pour les finances publiques. On en est à 10 milliards à peu près d'aides sur l'énergie, entre le chèque énergie, le blocage du gaz sur un an. Tarifaire, voilà, le blocage de l'électricité, au moins jusqu'en avril, parce que si ça se prolonge, le Premier ministre n'a pas exclu que ce sera peut-être 11-12 milliards au final. Vous avez posé la question du financement. Bon, ce sera de la dette, ce sera de l'emprunt. Est-ce qu'il n'y a pas un petit mirage de cagnotte quand même, Olivia Grégoire? Alors, pas chez nous. La cagnotte, il y en a, on en parle beaucoup l'ont promu, je me souviens d'autres gouvernements précédents. Non, mais quand vous dites... On n'est pas sur une cagnotte, on est sur une croissance. La croissance sera plus forte et donc on va rester dans les clous du déficit de 8,5%. Oui. On va pas s'en réjouir d'un déficit à 8,5%. Non, si on avait pu faire 8, il vous a pas échappé, surtout à vous, qu'on sort de 18 mois à peu près, et nous n'en sommes pas totalement sortis, d'une légère turbulence liée à la pandémie, et où il a fallu prendre ses responsabilités. Nous les avons prises, nous les assumons. Il y a quelque chose d'important qui a été dit hier et qui est très important. Le Premier ministre a parlé de cette dépense comme une dépense d'investissement. Et je pense qu'il faut entendre ce mot, on en parle souvent quand on est en plein projet de loi des finances, la première lecture s'est terminée. Déjà, être précis à l'endroit de vos auditeurs, 3,8 milliards cette mesure, ça fait beaucoup d'argent. Oui, vous aurez un peu plus de 1 milliard sur ces 3,8 milliards qui seront payés, pour aller vite, par les taxes qui aujourd'hui ramènent pas mal d'argent sur l'énergie. On estime qu'il y aura entre 1 milliard et 1,2 milliard qui viendront des taxes qui permettront de financer cette mesure. Deuxièmement, avec une croissance, et nous sommes prudents, Bruno Le Maire l'a dit, nous avons des projections à Bercy qui sont supérieures à 6% sur la croissance. Nous avons, pris une position prudente aux alentours de 6% de croissance. Nous allons avoir des recettes parce que la consommation est là, parce que les gens consomment. C'est plutôt une bonne nouvelle dans l'absolu, même si c'est compliqué. D'ailleurs, cette augmentation des prix vient d'un retour important de la croissance. Les usines fonctionnent, les gens consomment, donc on est en droit d'espérer l'an prochain des recettes fiscales plus importantes que cette année et l'année passée, et que l'année 2020 évidemment, permettant de compenser cette mesure à 3,8 milliards. Donc ça n'est pas un chèque en blanc et c'est encore moins un chèque en bois. C'est 100 € d'indemnité inflation, défiscalisé ou non? Oui, monsieur. Tout à fait. Oui.
Comment vous allez faire techniquement? Ça va être compliqué puisque c'est l'employeur qui verse. Vous savez, ça fait 1 an et demi que je suis à Bercy. Avant, j'étais à la commission des finances. Chapeau bas au service à Bercy, à la direction du Trésor, à la DGE, à la DGFIP. Ce sont des gens qu'on invite rarement sur les plateaux et qui bossent jour et nuit, week-end compris. On va le faire. Les tuyaux, c'est notre boulot. C'est à nous de les mettre en place. On a une pression certaine sur la temporalité. J'entendais des esprits chagrins ce matin dire oui, mais quand même, décembre, janvier, c'est tard. On parle d'une indemnité, on est le 22 octobre, il nous faudra un peu moins de 40 jours pour verser 100 € à 38 millions de Français. Est-ce qu'on peut posément estimer, pour les premiers, les salariés, que c'est quand même une temporalité, un tempo qui est assez correct? Cet argent, il va arriver sur vos fiches de paye pour les salariés au mois de décembre. Bon. Il faudra 1 mois à Bercy pour faire la tuyauterie. C'est défiscalisé, c'est très important de le dire. Oui, mais 40 jours, c'est long, ça fait 5 semaines. C'est pas long, pour servir 38 millions de Français, c'est pas long. Laissez-moi finir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces 5 samedis. 5 samedis avec peut-être de plus en plus de gilets jaunes sur les ronds-points, Olivia Grégoire. Oui, vous savez, nos actions dépassent la seule actualité hebdomadaire et des samedis. Ah donc, bon oui, cette mesure, c'est pas une mesure. C'est pas une mesure d'urgence. C'est une mesure pragmatique et c'est une mesure d'actualité. Ça n'est ni une mesure d'urgence, ni une mesure de réaction. C'est une mesure de bon sens. Ça n'est pas à l'aune de la fréquentation des ronds-points qu'on dirige ce pays depuis maintenant 4 ans et demi. Je voudrais qu'on ait un mot de votre livre « Et après, pour un capitalisme citoyen », préfacé par Emmanuel Macron. C'est un livre de projection. Vous avez la conviction que l'économie, c'est un ferment du lien social, mais que, il y a des choses qui ne vont pas dans le capitalisme actuel. La valeur est trop concentrée sur l'actionnaire et insuffisamment sur le travail. Mais les questions que je me pose, c'est que précisément, toutes ces situations d'urgence dont on vient de parler pendant plus de 10 minutes, Olivia Grégoire, est-ce que ça ne remet pas systématiquement à plus tard ces changements nécessaires que vous appelez de vos voeux, ces grandes réformes, cette décarbonation de l'économie, ce rééquilibrage de l'économie en faveur du travail? Non, puisque, et ça se voit depuis maintenant presque 2 ans, ça n'est pas parce que nous avons géré l'urgence, fonds de solidarité, prêts garantis d'État, chômage partiel, que nous avons été incapables de décaisser, puisque nous avons déjà décaissé un peu plus de 50 milliards d'euros du plan de relance, donc on est capable de relancer en même temps qu'on a géré l'urgence, et figurez-vous, ça ne vous a pas échappé, qu'on est en plus capable d'investir, en plus de relancer. Donc on peut gérer les choses en même temps, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons d'ailleurs sur les questions environnementales, mais aussi sur les questions de finances vertes, moi j'ai aucun problème à en parler, vous me direz heureusement, des résultats extrêmement encourageants dont on ne parle jamais. Et on le doit aux ménages français. Si vous prenez l'investissement socialement responsable dans notre pays, pour être très simple ce matin, il a juste doublé entre 2019 et 2020. Si vous prenez la finance solidaire, jamais nous n'avons eu les encours de finances solidaires que nous avons en 2020, plus de 20 milliards d'euros. Donc les choses sont en train de bouger au niveau de l'épargne, au niveau aussi de la mobilisation des investisseurs, du private equity comme on dit. Le président de la République est à la manœuvre, c'est lui qui lors du One Planet Summit avait dès 2017 mobilisé la planète finance, pas qu'en Europe, pas qu'en France, dans le monde entier. Et aujourd'hui, vous avez plus de 30 États autour de la table et d'Emmanuel Macron pour orienter les financements et décider que la finance arrête d'investir dans un certain nombre d'énergies fossiles. Mais il faut embarquer le monde entier. Une information, voyez-vous, il y a les États, il y a les fonds souverains dans cette coalition qui s'appelle la TCFD. Je vais pas expliquer l'acronyme qui est un peu long, mais c'est important d'embarquer les Émirats, d'embarquer le Qatar, d'embarquer le Koweït dans ces mobilisations. On peut pas juste générer des mutations mondiales à la seule échelle de la finance française. Donc on est en train d'impulser dans le monde entier des choses dont on ne parle pas assez dans les médias, mais c'est l'occasion d'en parler. Dernière question, c'est aussi l'actualité. Éric Zemmour est donné à 16% par un sondage Ipsos au second tour, devant tout le monde, face à Emmanuel Macron. C'est l'adversaire central du président de la République en perspective de l'élection présidentielle, s'il est candidat, puisqu'il ne l'est pas officiellement. Aucun des deux ne l'est officiellement. Il y a un bout de la réponse dans la question. Il y en a un qui est président de la République et qui doit quand même diriger un pays qui se relève d'une pandémie historique. Emmanuel Macron, qui ne manquera pas de prendre ses responsabilités le moment venu, mais je ne crois pas, d'abord en tant que citoyenne et ensuite en tant que ministre, je n'attends pas d'un président de la République en octobre qui commence à me parler du mois d'avril, surtout quand on a ces sujets de pouvoir d'achat, du quotidien à gérer et un certain nombre d'échéances. Pour ce qui est d'Éric Zemmour, moi, je l'appelle le candidat putatif et ça n'a rien d'irréel. Il promeut son livre, il est dans une séquence où... un peu plus que promouvoir un livre. Oui, moi je reste assez pragmatique. J'ai une certitude, je vais vous dire. Octobre n'est pas avril.
Et je vais reprendre dès que Ça j'ai vaut une pour l'un minute. comme pour l'autre. Hein. Mais c'est totalement valable et je le dis de façon assez distanciée. Octobre n'est pas avril. Nous avons beaucoup de débats à mener. Moi, par exemple, sur tous les sujets que je porte dans mon livre, d'un capitalisme renouvelé, du partage de la valeur, de l'intégration des salariés dans la performance de l'entreprise, les mutations de la gouvernance de l'entreprise, etc. Je n'ai jamais entendu un mot d'Éric Zemmour. J'attends sur le volet économique aussi ses propositions. Ma certitude personnelle, c'est que l'immigration n'est pas l'alpha et l'oméga de la problématique économique. Et donc, rendez-vous en janvier, en février, en mars ou en avril. Octobre n'est pas avril. 25 ans d'études d'opinion le démontrent assez aisément. Je rappelle à ceux que ça intéresse de faire les comparaisons que seul 2007 a dévié à cette règle, et dès la fin d'année, nous avions le match du printemps en 2007. Mais jamais, depuis 25 ans, les sondages d'octobre n'ont été ceux d'avril. Gardons la tête froide. Et surtout, je vais vous dire, au boulot pour les Français, dont je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation majeure. Merci Olivier Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. J'ai oublié responsable tout à l'heure dans l'intitulé de votre secrétariat Vous êtes d'État. pardonné.